se rend compte aussi qu'il faut que chaque acteur devienne plus autonome au niveau local, au niveau national. Un exemple, la souveraineté alimentaire, on en parle en France, la souveraineté énergétique, on en parle en France, et on n'a pas attendu la guerre avec Poutine pour ça. Tout de suite, le Covid a montré que non, on partait dans des choses qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas intéressantes. Nous posons vraiment la question de la réduction de toutes ces importations et une projection vers l'autonomie alimentaire pour consommer plus local. En France également, ils commencent à comprendre que 80% de l'Île-de-France en production céréalière ne peut pas aller nourrir les animaux de la planète. Il faut aussi penser à garder, chez soi, de quoi nourrir son peuple. Alors, je crois qu'il va y avoir plus d'écologie, plus de conscience écologique, plus de savoir-faire à la fois artisanal, artistique et scientifique, et qu'il va y avoir aussi des oppositions plus fortes avec cette centralité dont France 7 parle, parce qu'elle est bien présente en réalité. Depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, nous assistons à une reprise en main de l'État par l'administration et par les grandes forces politique à l'intérieur de l'administration. Et Macron n'avait pas le choix parce qu'il était plus ou moins seul et qu'il n'avait pas de cadre politique pour tenir les différents ministères, et donc il s'appuyait sur une administration tout en la combattant un petit peu. Mais ce mouvement s'est accentué très fortement. On l'a vu lors du Covid justement, on l'a vu avec cette reprise en main, parce que l'État a aussi sa dynamique propre. Et au niveau des collectivités locales, on est dans une redéfinition par rapport aux lois, à la loi 3DS notamment, on est dans une redéfinition du cadre uniquement, de mon point de vue, contractuel avec l'État. C'est-à-dire quel type de relation, quel partage. Oui. Mais nous devons nous poser la question et participer au débat. On attend les élus là-dessus, mais je les crois volontaires. Nous devons nous poser la question des compétences vraiment que nous voulons exercer. C'est pour ça que ça sera une année de reconfiguration. Effectivement, donc ça qui peut mettre aussi à l'écart nos élus. C'est l'année ou jamais pour s'affirmer. Oui, c'est l'année ou jamais, tu l'as bien dit. Mais surtout, je pense, pour construire, parce que je crois que il y a, alors, vous savez, ce qui me porte toujours souci, c'est la notion de l'opposition. On sait souvent, on vote contre quelqu'un et non pas pour un autre. Absolument. Et c'est vrai que là, on est actuellement, les élus sont opposés à l'État. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous proposez? L'État a des choses. C'est-à-dire, quand on parle de prise en main, de reprise en main, je crois que c'est extrêmement vrai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne signe plus de chèque en blanc. C'est-à-dire qu'à l'époque où l'État vous disait, faites pas de problème, je vais gérer, c'est plus possible. Justifier de vos dépenses, justifier de l'argent que l'on vous donne. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Comme finalement personne n'a l'habitude de justifier de ses dépenses, y compris l'État d'ailleurs. Je rappelle quand même que pendant très très longtemps, on a dit l'histoire du chèque en blanc n'est pas propre à la Guadeloupe, était propre à l'État français lui-même. Donc par conséquent, on est dans une situation d'austérité difficile. Donc par conséquent, il faut faire des économies. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à dépenser moins, à dépenser mieux et à justifier de ces dépenses. Ça veut dire qu'il y a une espèce de révolution copernicienne à faire pour les élus, pas seulement chez nous. C'est-à-dire que de toute façon, si le cyclone passe, tout ça va être rasé et l'État va payer. Aujourd'hui, on dit non, ça ne se passe pas comme ça. Donc par conséquent, il faut qu'effectivement un temps pour digérer ces réformes et savoir, mais surtout qu'est-ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le financement correspond à un projet. C'est pas on va voir, on va faire et on va bien voir. Non. Vous avez un projet, ça coûte tant, vous êtes accompagné ou pas. Et je crois que ça pose aussi problème, au sens où, pourquoi voulez-vous que le citoyen qui monte une équipe de football, par exemple, parce qu'on parle le football, demande des subventions? Pourquoi l'élu ne devrait pas justifier des dépenses auprès de l'État, puisqu'il demande au Kidam de justifier de ses dépenses pour son club de foot? Donc par conséquent, on est dans une situation de contrôle des dépenses et il faut avoir cette rigueur. Donc il faut mutualiser les moyens, travailler ensemble. Donc d'où l'intérêt, occasion de trouver pour évoquer les 40 ans de l'Université des Antilles. Justement, notre société doit peut-être s'appuyer sur ses chercheurs, ses matières grises. 40 ans d'université antillienne. Dans 10 ans, on en sera toujours dans le même contexte, selon vous, Didier Détouche, vous allez-y, Fossette. En tout cas, de ce que j'ai entendu ce matin, vu que les deux présidents étaient là et les deux ont tenu des discours dans le même sens, c'est que tout ce qui a été... Alors, tout le monde salue effectivement la création par des volontaires de cette université, cette période de revendication qui a été posée, qui a permis la création de l'UAG.
mais qui a été démantelé après, et qui est devenu, et qui est entré après dans non seulement lui qui est devenu l'UA, mais qui est entré dans des guérillas, à tel point qu'il était même question à un moment de séparer l'université de la Guadeloupe et de l'université de la Martinique, entre les deux. Là, aujourd'hui, il est très clairement dit qu'il ne peut pas être question de séparer ces deux entités qui doivent faire une, et deuxièmement, de retendre la main, de retravailler encore plus avec la Guyane. Donc moi je me dis, il y a eu cette période de déconstruction, et tout le monde a vu que ça mène nulle part, surtout que l'université est attendue sur de vrais sujets. L'université est un lieu qui crée de la connaissance. Et au lieu de créer de la connaissance, pendant toutes ces dernières années, ça a été des cancans. Donc effectivement, sur un certain nombre de points, on se retrouve obligé de faire ce que la centralité le dit, vu que nous-mêmes, nous n'avons pas construit notre connaissance. Et notre connaissance surtout sur le développement économique, vu que c'est celui que je connais le mieux. On ne fait encore et encore que calquer sur des îles, donc des projections continentales. C'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est pour ça que quand j'entends Hérol dire que maintenant il faut contrôler, on n'a rien fait, on était un peu laxiste, etc. C'est parce que c'était quelque part voulu. Parce que nous étions des territoires qui n'étaient pas considérés, après la grande période du sucre, on n'était pas considérés comme des territoires pouvant porter une valeur ajoutée, vu que la valeur ajoutée était partie ailleurs, en Europe du Nord, etc. Donc là maintenant que le roi est nu, parce qu'il y a la guerre sur le continent, parce que la problématique du réchauffement climatique est dramatique, enfin en tout cas à sauter aux yeux sur le continent avec tous les mauvais temps qu'on a eu cette année, et que chez nous c'est déjà visible, qu'on a déjà du recul de trait de côte, et qu'on est baigné de pesticides comme la France. Donc maintenant, le roi est vraiment nu et qu'il faut se mettre au travail, et malheureusement, les solutions que nous devons trouver, c'est l'université qui doit nous aider. L'université ça ne peut pas être que la partie économique qui mène la danse. On a vu à quoi ça mène avec le chlordécone. Donc l'université doit reprendre sa place au cœur de la cité, et que ces gens se remettent à réfléchir et à prospérer pour le bien-être des populations et de ces territoires-là. Oui. Didier, après 40 ans, on repart sur un nouveau cycle à l'université? Oui, je crois qu'on repart sur un nouveau cycle, mais si tu me permets, Eddie, je vais quand même préciser les choses. Francette, je viens de t'écouter. Et tu dis, comme d'habitude avec ton expérience, ta sagesse, qu'il y a des choses, bien sûr, à améliorer, que l'université doit tenir sa place. Mais permets-moi de te dire que tu te trompes complètement quand tu dis que les universitaires sont restés à faire des cancans et qu'ils ne font pas avancer la connaissance. C'est totalement faux. Les universitaires accomplissent leur mission, la plupart, ceux que tu ne verras pas peut-être comme moi, dans les médias ou autres, ou à des postes politiques, mais les universitaires accomplissent leur mission depuis 40 ans, de façon vraiment dévouée. Et je ne le dis pas parce que je suis universitaire, je le dis parce que je le vois. Laisse-moi continuer, parce que j'ai encore un autre point de désaccord, donc il faut qu'on y arrive pour qu'après tu puisses répondre tranquillement. L'université, c'est de la recherche, ce sont des contrats souvent conséquents, ce sont des solutions trouvées, ce sont des relations, des réseaux et des liaisons établis avec les collectivités et les territoires sur lesquels elles s'épanouissent. Ce sont également des formations innovantes. Je pense à l'école des ingénieurs, par exemple. Je pense à la mise en place d'une faculté de plein exercice pour la littérature, pour les langues. Je pense également au fait qu'on ait réussi à faire cohabiter en un seul ensemble, deux facultés qui ont un poids considérable, des sciences juridiques et économiques, à la fois en Martinique et en Guadeloupe, mais aussi des colloques commun entre des laboratoires situés en Martinique et situés en Guadeloupe. C'est aussi des laboratoires de pointe comme le LAMIA en mathématiques, qui est un laboratoire qui travaille notamment sur les codes, mais qui travaille avec les États-Unis, l'Europe. On a des manuels qui sont produits, on a des
colloques. Notre ami Pierre-Yves n'est pas là aujourd'hui, mais quand si tu regardes la production de Pierre-Yves, si tu ajoutes modestement la mienne et celle d'autres chercheurs, nous sommes à plus d'une trentaine d'ouvrages. Attends, laisse-moi terminer. Une trentaine d'ouvrages en plus de 20 ans. Et moi, je vais parler de ce que je connais depuis 20 ans, hein, c'est-à-dire un peu la moitié des 40 ans. Mais l'université, ça n'est pas que de la polémique. Et vouloir la réduire à la polémique qu'on observe quelquefois dans les médias, parce que comme toute institution, il y a des conflits, il y a des antagonismes, surtout sur deux territoires séparés, parce qu'on ne fera croire à personne que l'alliance Martinique-Guadeloupe ne peut que fonctionner idéalement, parce que nous serions les deux seuls peuples en Guadeloupe identifiés comme tels, dans le monde identifié comme tels, et qui devraient fonctionner de façon, je dirais, angélique. C'est pas ça la réalité. Quand les Guyanais sont partis, ils sont partis. Ça n'a pas été on vous chasse dehors parce qu'on ne veut pas de vous. Ce sont les Guyanais qui avaient un projet politique appuyé par Christiane Taubira et qui ont décidé de partir, certes en le faisant avec une certaine habileté. Et donc voilà. Et on a créé l'université des Antilles qui fonctionne très bien. Non, mais il faut que tu puisses écouter ça aussi, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui considèrent que l'université, nous ne sommes pas dans une polémique, hein, nous sommes dans un échange. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui considèrent que l'université, malheureusement, c'est un nid de cancre. Alors qu'en réalité, on regarde, non, mais je ne le cache pas, mais ça a été violent. On peut parler aussi du CHU, on peut parler de l'ARS, on peut parler du service public, de l'audiovisuel, et on attend des universitaires qu'ils soient autre chose peut-être que des hommes et des femmes. Mais ce sont des chercheurs qui accomplissent leur mission. Et ça, il faut l'entendre. Attends, Francette, une deuxième chose. Excuse-moi, je te laisserai t'exprimer sans problème. Mais une deuxième chose. L'université, c'est 40 ans. L'université, c'est Alain Yacoub qui a permis à la recherche linguistique de pouvoir avoir ses lettres de noblesse dans la Caraïbe. C'est Sarah Gaspard avec son travail sur le chlordécone qui est reconnu au niveau international, même en Europe. C'est Jacques Portécop qui fait de la biodiversité antillaise, presque un temple de la recherche sur la biodiversité mondiale. C'est Justin Daniel en Martinique et Pierre-Yves Chicot en Guadeloupe sur les collectivités territoriales, l'amélioration des politiques publiques. C'est Éric Nabajot qui fait de la recherche. Tout le monde se souvient des cours de droit constitutionnel monumentaux d'Éric Nabajot, mais c'est quelqu'un aussi qui fait un travail sur qui a fait un travail sur les relations internationales, sur la culture aux Antilles. C'est Jean-Gabriel Montauban sur l'économie et qui fait en sorte, en tant que doyen, pendant 10 ans, de pouvoir faire une vraie restauration de notre établissement. Et donc moi, et c'est Jean-Pierre Seton aussi, on n'a pas remis ça en cause. On vous le remettait peut-être pas en cause ce soir, mais j'entends un petit peu trop souvent que c'est quand c'est la polémique qu'on fait pas notre travail, alors que nous faisons ce que les êtres humains font de mieux, mais aussi avec leurs défauts. Francette, allez-y. Didier, je vais préciser ma pensée. Ce que l'on retient sur les 20 dernières années, c'est peut-être entre vous, tous les travaux que tu as nommés, et c'est très bien que tu les redis. Mais ce qu'on a surtout vu, et ce ne sont pas que c'est effectif, c'est qu'une université qui a été créée au départ avec une vision interrégionale puissante, par des gens qui étaient portés par ça, elle a été démantelée en partie. Et aujourd'hui, tout le monde pleure. C'est ce que j'ai entendu qu'a dit les deux présidents. Donc c'est en ça que je dis, il faut savoir reconnaître que nous avons perdu du temps, que l'université, heureusement, avait en son sein des gens qui ont continué à faire leur job, oui. Voilà. Des ingénieurs-chercheurs, des chercheurs, et je peux même en citer un sur le chlordécone lors du colloque, qui a présenté un petit tableau qu'il faut que tout le monde ait en tête, et je me permets juste de le dire. Il a fait une présentation de 12 minutes. Il a dit, vous voyez, en 12 minutes, la recherche sur le chlordécone a gagné 212 €, alors qu'en même temps, la banane a reçu 3 000 € de subvention. En 3 jours du colloque, 1,06 million de subventions pour la banane, 76 000 € seulement pour la recherche. Troisièmement, sur un an, 129 millions pour l'aide à la banane, 9 millions pour la recherche sur le chlordécone.
Eh ben ça, c'est un chercheur de chez nous qui a sorti ça et qui, quand vous avez ces chiffres-là, oui. Eh ben vous savez qu'il faut se mettre à ce que l'argent arrive au bon endroit, c'est-à-dire pour la recherche, pour décoder, je sais pas si ça existe, absolument. Oui. C'est un chercheur de l'université. C'est même pour ça que je ne suis pas en train de dire que rien n'a été fait, mais ça a été ralenti. Et malheureusement, tout ce que tu dis, nous sommes un petit cercle à le connaître, mais ce n'est pas connu du plus grand nombre parce que ça a été dominé par cette séparation. Et maintenant, parce que nous sommes bien d'accord, il faut se tourner vers l'avenir, et l'université est attendue sur plein de sujets. Absolument. Des sujets qui peuvent porter nos territoires. Alors, oui, sur ce que je veux dire, deux choses. La première chose, c'est que Didier fait partie des gens qui se sont émus, même très fortement, du départ de la Guyane et a écrit des lettres que nous avons lues à l'époque. J'étais chargé d'enseignement à l'université et Didier s'est très bien affirmé contre ça. Donc là-dessus, je peux comprendre effectivement sa position ce soir. Deuxième chose, je rappelle, on a oublié, mais plein d'autres, et désolé d'oublier les autres collègues, Philippe Verdol. Philippe Verdol fait de la recherche sur justement les pesticides propres. Il a des choses à proposer. Par conséquent, il faudrait effectivement... Pour ça que quand on parle de révolution, il faut qu'on change. Et les Français, nous sommes d'accord avec ça sur la question du fléchage du budget, mais il faut qu'on fasse un travail de lobbying. Et c'est ça justement la difficulté. Et il faut dire qu'en tant qu'universitaire, on ne sait pas faire ça. Il faut effectivement qu'on se mette à ça. Pourquoi? Parce que sur la question de la banane, on peut avoir d'autres pesticides. Philippe Verdol l'a démontré. Il faut qu'on ait des financements pour ça. Il faut que ça s'étende justement. Parfait. Avant votre vision pour 2023, j'ai un appel à lancer aussi aux universitaires, Didier Détouche. J'ai l'habitude de faire cette demande à Pierre-Yves Chicot également. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les universitaires, les chercheurs puissent intervenir un peu plus souvent chez nous, sous les médias, dans des émissions comme notre magazine, sous des thèmes bien précis. On aimerait avoir des économistes, des chargés de l'environnement, des spécialistes. Ça, je lance la demande aujourd'hui, c'est pas la première fois. Je voulais avoir d'autres personnalités. C'est pas que comme Didier Détouche ou vous me mettez à la porte, je vois. Non, je vous mets pas à la porte. On aimerait vraiment avoir d'autres personnalités, d'autres chercheurs, d'autres universitaires. Absolument. On sait que vous travaillez, vous faites un travail énorme, mais on aurait aimé que vous partagiez ce travail avec le grand public et expliquer aussi au grand public votre travail. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord, mais tu sais, dis à quel point j'essaie de promouvoir cela auprès de plusieurs collègues, notamment des femmes, parce que c'est vrai que ça serait bien qu'on ait un peu plus de spécialistes expertes. Il y en a, hein. Il y en a des femmes. Je discutais récemment avec... Excusez-moi, je reviens au colloque chlordécone. Il y a une juriste guadeloupéenne qui a présenté une... vraiment, là pareil, je me dis, mais c'est extraordinaire. Vous avez entendu que dans le plan chlordécone 4, on propose à chaque Guadeloupéen et chaque Martiniquais de faire des prises de sang pour pouvoir savoir s'ils sont contaminés ou pas. Oui. Et derrière, on ne nous propose rien. C'est juste pour savoir si on est bien contaminé et puis si on en a trop, on va faire... Bon. Et cette femme dit, là, il y a un non-lieu qui vient. Voilà. Mais le fait de demander à la population de faire des prises de sang qui vont démontrer que la population est vraiment à un dommage, n'est pas victime, mais à un dommage par rapport à ce pesticide qui n'aurait pas dû être dans son corps, mais qui l'est, que ces personnes, du coup, cette prise de sang devient une preuve de la contamination. Et que du coup, ça peut ouvrir des classes actions, c'est-à-dire des actions de groupe pour demander des dédommagements. Et non pas en tant que victime, mais en tant que personne qui a eu un dommage. Et je me dis, cet éclairage de cette juriste guadeloupéenne, mais c'est du pain béni. Il faut que tout le monde l'entende. Ah, c'est ça la question, parce que il y a la question aussi de l'appropriation. Hein. Moi, j'ai pris le pari d'écrire des essais pour essayer d'aller plus loin dans la vulgarisation, c'est-à-dire dans la mise à disposition de connaissances scientifiques au public. Mais il faut continuer ce travail-là. Il faut qu'on continue à publier aussi scientifiquement, parce que c'est ça qui fait la solidité de l'armature et la qualité, la crédibilité de notre recherche, qui, encore une fois, est une recherche de qualité et d'excellence. Mais il n'y a pas que l'excellence.
compétences, il y a aussi, eh bien, je dirais, l'accomplissement des étudiants, l'accomplissement du personnel. Moi, j'ai vu des personnels de Lyon, on parle pas souvent d'eux, mais au fil des années, s'améliorer, passer des concours, devenir des personnes avec des compétences extrêmement étendues. Et donc, je trouve que l'université est quand même en mouvement, même si, c'est vrai, je n'ai pas nié, je ne nie pas qu'il y a des difficultés, qu'il y a eu des polémiques, des crises parfois inutiles, même si les désaccords politiques s'exprimaient d'une façon ou d'une autre. Et j'aimerais dire, pour terminer sur cette question d'anniversaire, que c'est la fête, c'est la célébration avant tout. Et si vous me permettez, deux petits mots pour convier, je l'ai fait tout à l'heure avec plaisir à Hérol. Francette, si également tu es en Guadeloupe, tu es convié. J'invite la population à une initiative de notre faculté, de notre doyen, le professeur Alain Morin, qui est passionné, comme on le sait, d'industrie culturelle notamment. Eh bien, nous avons un moment de convivialité que nous offrons aux étudiants personnels, mais aussi en fait à la population, autour de l'art. Comment des artistes viennent célébrer à l'université, donc à l'amphithéâtre Le Pointe, lundi 19 à 16h30. Eh bien, viennent célébrer l'anniversaire de l'Université des Antilles en célébrant justement cette mission d'augmentation, de croissance de nos savoirs, mais aussi de formation de notre jeunesse. Donc, nous aurons de la poésie, nous aurons du chant, nous avons aussi une exposition d'artistes peintres et plasticiens. Donc, lundi 19, 16h30, entrée libre. Vous n'avez qu'à dire que vous venez pour le spectacle à la faculté de droit et d'économie. Parfait, rendez-vous est pris. Comment voyez-vous rapidement, dernière question, 2023, optimiste? Moi, je suis très optimiste. Il faut être optimiste. Il faut être optimiste parce que je crois que il faut que les changements continuent. Il faut qu'il y ait davantage de concertation, davantage d'échanges. Mais la capacité de ressources de la population est extrêmement importante. Sa capacité d'adaptation aussi me semble importante. Donc plutôt optimiste pour l'année prochaine. Francette? Moi, je reprends ce que disait Didier, que il y a des gens, ce qui n'est pas bon va tomber, voilà. Mais les gens vont rebondir. Et je crois à ce rebond. 2023 sera le début de quelque chose qui sera très grand, je pense. Très grand. Parfait. Tout à fait. Didier. Et moi, je suis très optimiste parce que justement, on parle de l'Université des Antilles, mais je vois tellement de rebond, de résilience. Et je voudrais dire d'ailleurs, vous savez, l'université, c'est l'un des rares endroits où, l'un des rares endroits, j'entends bien, c'est l'un des endroits où, avec plus de force et de vigueur, s'expriment quand même les réseaux territoriaux, notamment l'action de la région, parce que depuis même l'époque de Michaud-Chevry, avec Victorien Lurel aussi, avec Harry Chalus, il faut rendre à César ce qui est à César, ils ont toujours été présents et ont accompagné l'université. Et je crois que c'est ce type de lien, en partant de cet exemple-là, c'est ce type de lien que nous devons avoir. Nous devons croire en nos institutions, en nos compatriotes, en nos propres forces culturelles, mais nous devons croire non pas parce qu'elles existent ou qu'elles ont une mission à accomplir, nous devons croire en elles tout simplement parce que, eh bien, c'est nous. Et si nous croyons en nous, moi je pense qu'en 2023, rien ne peut nous arrêter. Donc en nous. En nous fait. Merci beaucoup, chers chroniqueurs. Ce fut un plaisir, en tout cas, de partager cette année avec vous. Cette année de connaissances, d'échanges. On salue Georges Calixte également, Pierre-Yves Chicot, Pierre-Yves Chicot, Didier Détouche, merci, Rol Nussier, merci beaucoup. Francette, merci. On se retrouve l'année prochaine, évidemment. En espérant étoffer encore l'équipe avec d'autres universitaires, Didier Détouche. Oui. On y travaille, mais je vais vous manquer. Bonne année à celles et ceux qui nous écoutent. Non. Merci. Je vous laisse en compagnie de Dimitri. Moi aussi, j'étais universitaire. Oui, bien sûr. Oui, je suis en belote. Mauvais, hein. Oui, c'est là après de jouer belote. Ça gagne aussi, oui. Ah bah oui, quand même. Voilà, merci à vous. Bonne soirée sur RCI. Bonne soirée à tous. Merci à François-Xavier Jean, alias FXJ, qui était en réalisation. Tiens, Regine Moza, comment allez-vous? Ça va? Il est en train de filmer. Voilà, vous retrouvez tout ça en replay, en podcast, si vous voulez, sur rci.fm et en application RCI. À télécharger.